Alors, merci à tout le monde d'être là. On va faire arriver les derniers en attendant. Donc, je suis Thomas Ranchaud, chef de projet innovation et référent territorial sur Bordeaux pour ODIS. Je serai accompagné d'Isabelle Monsec et Mohamed Majidi qui vont se présenter juste après pour Overdrive, un de nos adhérents, pour vous présenter en 1 heure, on s'y tiendra, ce retour d'expérience sur une étude du coût technique et économique sur les coûts de construction sur un périmètre que va vous présenter Mohamed autour de l'EPA-Marne. On va vous proposer, alors l'outil Zoom, tout le monde connaît. Je vous rappelle quelques règles quand même. Les participants, pour ceux qui le souhaitent, s'affichent en haut à droite. On vous demandera de couper les micros si possible et les caméras, ça c'est au gré de chacun, mais au moins les micros pendant l'intervention. Vous pouvez voir en bas aussi évidemment l'affichage du chat et des questions, parce que ce qu'on va vous proposer, c'est au fil de la présentation de commencer pour celles et ceux qui en ont éventuellement en tête des questions, de les poser par écrit. On les centralisera, Isabelle et moi, et on les reposera ensuite sur les temps d'échange qu'on va vous proposer. Et s'il y a besoin de précision, évidemment, on vous proposera aussi d'ouvrir le micro pour apporter les précisions sur des questions éventuelles. Voilà, et puis couper le micro ou la caméra ou l'allumer, ça se passe en bas à gauche sur l'outil Zoom. Voilà pour ça. Ce qu'on vous propose donc, et puis je vais laisser la main ensuite à Mohamed, c'est ce retour d'expérience sur le sujet autour de l'économie, de la construction et de l'innovation. On va le faire en 4 temps. Ça va être une intervention autour de 4 enseignements. Donc, on va vous le proposer comme ça. Je viens de commencer une webconférence là à l'instant. J'en ai pour une heure. Donc à 10 heures, j'aurai fini. Alors, c'est parfait, à 10 heures, monsieur Delange, vous aurez fini. Il faut juste que vous coupiez votre micro. Je suis désolé, je pensais l'avoir fait. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va démarrer. L'idée, ça va être de vous proposer, autour de la thématique du webinaire de ce matin, 4 enseignements. On va couper au milieu. On aura un temps d'échange après les 2 premiers. On reprendra les 2 suivants, on conclura et on reproposera un temps d'échange à la fin. Voilà, écoute, je vais départager mon écran. Je vais proposer à Mohamed de vous partager le sien, de planter un petit peu le contexte et de démarrer sur les 2 premiers enseignements. Et ne pas hésiter, au fur et à mesure, évidemment, à poser vos questions dans le chat. On les reprendra avec Isabelle à la fin des 2 premiers enseignements. Voilà, j'ai la main? C'est bon. Voilà, donc bonjour à tous. Je laisse activer ma caméra juste pour me présenter. Donc, Mohamed Majidi, du bureau d'études Overdrive, donc une ingénierie pluridisciplinaire basée à Bordeaux, à Paris et à Lille. Donc, personnellement, j'opère sur tout le territoire, ainsi que les dom-tom, basé à Lille et à Paris. Et le gros de l'agence est à Bordeaux, si vous connaissez bien. Voilà. Isabelle, donc, qui est aussi partenaire sur l'agence et sur l'étude. Alors, je vais désactiver la caméra. Tu peux la laisser si tu veux, c'est au choix. Oui, tu peux la laisser, Mohamed, comme ça. Non, c'était pour le flux, je pense que c'est bien d'avoir… Si tu veux. Vous voyez mon écran, c'est bon? C'est bon. Parfait, Mohamed. Voilà, donc le webinaire est basé sur une étude économique qu'on a procédée, donc qui est un RETEX, un retour d'expérience pour un aménageur parisien, et pas Marne et pas France, qui est surtout on verra juste après sur la cartographie, basé sur un territoire du 77 et une partie du 94 en département. Cette mission s'est déroulée en plusieurs étapes, et je vais les décrire juste après, et on s'est basé sur une analyse d'un peu plus de 20 projets qui représentent 3000 logements environ. Libre, accession, individuel, collectif, mixte avec un peu de tertiaire. Dans ce cas-là, on n'a étudié que le logement. C'est une étude qui s'est basée surtout sur le logement. EPA Marne et EPA France n'a pas forcément vocation à sortir beaucoup de tertiaire. Et voilà. L'étude s'est déroulée en fait en 3 étapes. 3 étapes, donc il y a le passage par l'analyse concrète et analytique,
des 20 projets, donc qui est très lourde, parce qu'en fait, avec la période de récolte des informations, d'analyse, et de tirer les premières conséquences et causes et enseignements. Ensuite, on ne va pas le développer là, mais on s'est basé également, c'est intimement évoqué dans le webinaire de ce matin, mais on ne va pas le développer parce que c'est une grosse partie également, c'est qu'on a fait un benchmarking, mais qui s'est concentré sur des départements limitrophes, d'autres aménageurs, et clairement de savoir comment ça vivait ailleurs, hein, en dehors de son territoire. Et la troisième étape de cette étude, qui a duré pratiquement un an, était de pouvoir raisonner, en tirant les enseignements, de raisonner sur des outils qui permettaient à une structure comme EPA-Marne, EPA-France de pouvoir anticiper. C'est le but d'Aretex, hein, de détecter ce qui va bien et d'analyser également ce qui s'est mal passé sur des affaires antérieures ou alors en cours. Voilà, donc un développement d'outils de manière à pouvoir les recenser, et aujourd'hui ils ont une banque de données sur retour d'expérience sur un peu plus de 10 ans. Donc voilà. Donc le déroulé du webinaire donc on va développer dans un premier temps, jusqu'à 9h15 à peu près, le rappel du contexte et les détails de l'étude. Tout son fonctionnement, tout son rouage sur l'analyse de ces 3000 logements. Ensuite, un certain nombre de questionnements se sont posés. C'est quel est le poids des choix programmatiques dans l'équation économique, le choix d'un mode économe carbone, on entend par là aussi reconstruction bois. Est-ce qu'il déséquilibre un bilan financier? Ou est-ce que c'est une idée reçue? Ou est-ce qu'il faut aller approfondir? C'est un peu l'objet de ce troisième volet. Ensuite, les ambitions de performance énergétique les plus fortes. Alors, est-ce qu'elles ont engendré, c'est intimement lié avec le point 3, des surcoûts significatifs? Et on terminera sur des aspects un petit peu exogènes, comme le mode de consultation, la passation des travaux. Est-ce qu'ils impactaient fortement ou modérément un projet? Voilà, et on tirera les conclusions avec quelques enseignements. Donc, le contexte de l'étude, en fait, c'est une étude de retour d'expérience, donc sur des coûts de construction. Donc, comme je disais au préalable, voilà, ça visait la production d'un référentiel. C'est la phase dans laquelle ils sont actuellement, hein. On leur a mis les outils à disposition et ils peuvent renseigner et faire vivre ce référentiel en interne. Les objectifs qui étaient liés à l'étude, pourquoi on a lancé, c'est surtout ça qu'il faut savoir, c'est pourquoi on a lancé cette étude. C'est 4 thématiques. Connaître le poids des différents partis pris techniques et de conception. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir sur l'économie d'une opération, et justement mettre en perspective le coût induit par les innovations dans les contextes de réalisation de plusieurs opérations, hein, et de leur contexte. Mieux prévenir les risques, c'est un peu le leitmotiv d'une étude de Aretex, c'est quels sont les risques de déséquilibre économique d'un bilan, et surtout le danger, c'est de le faire trop tard, donc c'est surtout de le faire en amont des processus, et ça c'est ce qui a été relevé au sein de l'étude, c'est surtout la co-élaboration des projets. Et puis disposer d'un outil interne qui permette d'avoir les bons réflexes dans le futur, actuellement et dans le futur. Alors, les résultats attendus à l'issue de l'étude, je vous les ai définis rapidement juste avant. Hein. C'était un référentiel de coût de construction, un référentiel aussi de stratégie de développement. Alors, EPA-Marne, il faut savoir qu'ils sont divisés en plusieurs services, hein, c'est important de le savoir. Donc, c'est un gros acteur sur la couronne parisienne. Alors, plusieurs services, développement, stratégique, innovation, et un SCAP qui est un peu plus urbanistique, hein, on va dire, c'est plus des architectes de maîtrise d'œuvre urbaine. Voilà, tous ces services-là ont pu participer à l'étude. C'est important de le savoir parce qu'en fait, on n'avait pas en interlocuteur la demande d'un technicien. Il y a aussi les stratégies de développement et d'innovation. Et l'intégration des référentiels dans l'action opérationnelle, j'ai déjà dit.
Alors, le périmètre de l'audit du RETEX, ben voilà, c'est un périmètre assez large. On a fait en fonction de choisir pas innocemment les affaires. Il y avait des affaires en cours, des affaires passées, des affaires en travaux, voir un peu comment ça évoluait, et toujours avec l'esprit de réactualisation. Ensuite, des affaires, la classification était importante, hein, des affaires qui allaient en plusieurs groupes, hein, en fonction des logements, hein, de 30 à 50 logements, ensuite de 80 à 145 et ainsi de suite. Donc, concrètement, sur les 20 opérations, on est entre des affaires aux environs de 50 logements jusqu'à 600 à peu près par projet. Donc voilà, livré à l'étude, en travaux. Donc, toute cette cartographie, c'est pour vous expliquer la procédure qui a été engendrée sur un large territoire d'être diversifié, en fait, hein, de ne pas se concentrer sur un seul et même facteur. Alors, les principaux facteurs constitutifs du coût de construction, ben voilà, donc il y a des facteurs qui sont conjoncturels. Hein, c'est pour ça que je parlais d'actualisation quand on avait une affaire qui était de 2016 ou 2017 ou 2015. Donc, les évolutions annuelles, donc l'actualisation, ben voilà, les indices BT, c'est le coût de la vie. Et il y a aussi les contextes économiques au niveau national. Alors là, particulièrement sur l'Île-de-France, c'est également le lancement des grands projets comme Paris Aménagement, comme les JO, donc le Grand Paris. Donc ça mobilise pas mal. Et voilà, donc en fonction des acteurs sur place et en fonction de la période, ça a une conséquence. Il y a aussi le coût de l'énergie qu'il ne faut pas oublier. Et avec c'est un facteur assez exogène, mais une demande importante sur la période définie peut engendrer aussi des surcoûts ou des variations. Alors, les facteurs les plus importants, en fait, hein, c'est les coûts qui dépendent du choix de programmation. Donc, il y a plusieurs niveaux. Et le premier niveau d'analyse détaillée, en fait, il correspond à quelques grandes familles au sein d'un projet. Donc, la superstructure d'un programme, l'infra et ses aménagements extérieurs. Et il y a aussi deux autres variables hein, qui vont avoir une incidence financière plus ou moins importante dans l'opération. C'est le système constructif et l'approvisionnement énergétique. Au sein d'études, donc on a élevé des curseurs, si vous voulez, si je prends juste l'exemple de la superstructure ou de l'infra, c'est d'avoir plusieurs niveaux d'alerte sur l'analyse des différents projets, donc si c'est faiblement, moyennement et fortement. Donc là, ça passe vraiment par une analyse assez fine. Alors sur cette analyse, nous n'étions pas seuls, donc nous avions en charge l'économie et la technique. On était également assistés, parce qu'il y a une importance, c'est le prix de sortie, le prix de vente, et d'avoir l'équilibre sur un bilan, donc par un cabinet spécialisé dans ce domaine, ainsi que d'un cabinet d'architectes urbains, pour permettre l'analyse et remettre ça dans le contexte sur chaque analyse de projet. Le deuxième niveau d'analyse, et puis c'est les facteurs exogènes dont je parlais juste avant, c'est le mode de passation des marchés. Hein. Est-ce qu'on est en EG, en lot séparé, en gré à gré, et ensuite le processus de consultation des opérateurs. Et la durée de réalisation des opérations. Donc, les durées numéro 1 de l'opération immobilière, ben, ça reste le délai. Ça reste le délai, et plus une affaire a du rythme, et plus elle vit. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs prismes d'évaluation qui avaient été mis en place. Hein. Je vais vraiment les balayer assez rapidement. Donc, il fallait avoir une certaine hygiène, entre guillemets, d'analyse pour être impartial sur la vision des projets. Donc, il y a un premier prisme qui était sur la superstructure du programme, donc la typologie des logements, importante, hein. Ça impacte les tailles de logement et son nombre. La typologie du bâti, voilà, chaque commune, à chaque territoire, sa forme urbaine. Est-ce que c'était une ZAC en entrée de ville avec un signal fort demandé par un élu? Là, il y a l'intégration également du jury de choix d'architecte avec les élus de la commune ou de l'agglo. La mono-orientation, donc avec EPAMAN et EPA-France est assez volontaire sur les mono-orientations, sur les immeubles traversants, pardon, les appartements traversants. Et donc, ça aussi, ça a un impact sur la
j'allais dire, sur la programmation fonctionnelle qui, directement sur la typologie du bâti et le nombre d'îlots, aura un impact financier. Qualité de façade, bon, voilà, ça sera le dessin et la perspective. Un deuxième prisme d'évaluation qui va être sur les systèmes constructifs, bon, vous l'avez compris, voilà, on l'a simplifié, c'est béton, mix béton-bois ou tout bois. Dans le béton, il y a aussi le béton bas carbone. Alors, je n'ai pas détaillé parce que l'étude est assez lourde, où derrière ces prismes assez schématiques là, dans la présentation, il y a un certain nombre de critères et de curseurs qui permettent l'évaluation. Le troisième prisme, ça va être le coût programme en programmation, des infrastructures et des VRD. On a pris le choix de les inclure. Donc, on est en région parisienne, on est sur la couronne assez proche de Paris. À 90%, on est sur 100% de parking enterré. Donc là, on a les niveaux de parking, le nombre de places de parking. Il y en a quelques-unes en aérienne, mais c'est souvent anecdotique. La typologie et la topographie du site, est-ce qu'on dit sur un terrain à pente élevée, et les fondations. Gros critère s'il n'est pas étudié en amont. Le troisième prisme d'évaluation, donc voilà, c'est aussi le sujet, c'est la performance énergétique et qui est annoncée par l'aménageur. L'aménageur, quelle ambition, quel label il va viser. Donc, ça va viser l'approvisionnement énergétique, les différents types. Là, on avait identifié le gaz, l'électricité, le biomasse, l'ambition énergétique. Donc, en ayant un coefficient d'énergie primaire par rapport à la RT 2012, c'était notre point. Ça peut évoluer avec la 20 qui va sortir. Le BBio, donc là, on avait défini un certain curseur pour pouvoir les noter et les qualifier. Alors, issu de cela, on a fait une analyse statique et dynamique des coûts de construction, toujours dans l'échelle de notre périmètre. Et ça a pu définir, voilà, je vous affiche, ce n'est pas le chiffre qui est important, c'est de se dire, voilà, on a quel type d'opérateur? Est-ce qu'il est national? Est-ce qu'il est un promoteur de proximité? Est-ce que c'est porté par une association sociale privée? Ça rentre dans le contexte de l'analyse, le nombre de logements, donc la grosseur de l'affaire, et on a établi une ligne médiane. On a pu détecter une médiane. Donc, on a eu des coûts. Là, c'est important, cette slide, c'est que là, on intègre tout de suite, on est dans le coût de construction, mais on intègre également le prix de sortie. Vous pouvez voir le prix de vente finale, qui est indiqué en euro-TTC Chab. Et l'idée, c'est de se dire de pouvoir constater est-ce que les coûts de construction, lorsqu'ils sont élevés, est-ce qu'on s'approche, est-ce qu'on flirte avec le prix constaté. Donc là, on n'a pas encore bâti, ou on a déjà bâti, mais on regarde si le prix de sortie, effectivement, est-ce qu'il est celui annoncé lors du concours au choix de l'opérateur. C'est une donnée importante. Il y a une colonne qui est la charge foncière, qui est bigrement importante pour un aménageur, et pas Marne et pas France sont des aménageurs, donc qui fait partie du raisonnement d'un bilan synthétique de toute façon. Alors, à l'échelle des opérations qu'on avait analysées, on remarque entre le point de départ, en fait, c'est le coût de construction initial et le final, beaucoup ont subi une hausse, quelques-uns ont subi une baisse. Toujours dans l'étude de chaque projet dans son contexte. Il faut vraiment être en immersion dans le projet pour comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ce projet a évolué, pourquoi il a baissé, pourquoi il a augmenté. Vous vous doutez bien que c'est du changement programmatique à ce stade. Et certains sont assez linéaires, mais ça n'est pas la majorité, entre le point de départ de l'affaire, dans la consultation et l'arrivée. Voilà pour la présentation du contexte, en fait, de vous dire, voilà, l'étude, comment elle est arrivée, on a pu vous le présenter, comment elle est arrivée, et surtout, quel parcours elle a suivi pour arriver à ses conclusions.
D'accord, alors on va enchaîner directement sur le premier enseignement, après que Mohamed vous ait dressé un petit peu le contexte de l'étude, son périmètre, les prismes d'évaluation, l'analyse qui en est faite, pour vous comprendre tout ce qui va en découler sur les 4 enseignements à venir. Donc le premier, c'est celui-ci, hein, la question 2, après le contexte, sur le poids en fait des choix programmatiques, est-ce qu'ils pèsent ou pas lourdement dans l'équation économique? Donc c'est cette première question à laquelle Mohamed va répondre maintenant. Oui, merci. Alors, en fait, le poids, oui, il pèse énormément, et c'est surtout l'accumulation des demandes et des souhaits programmatiques qui va faire que le prix va flamber. C'est pas l'option de se dire, tiens, je veux un mix bois-béton sur une opération sur les 4 derniers niveaux. Non, c'est l'accumulation. C'est si je veux 6, je veux viser le curseur 1, le curseur 2, le curseur 3, le curseur 4, et tout ça à 100%. C'est cette accumulation-là qui va peser fort. Donc, le premier point, ça a été la superstructure. Quand on a l'analyse, on sait qu'elle fait plus ou moins 60% du coût global des opérations. Donc, on se doute bien que c'est là qu'il va y avoir des écarts. Donc, les écarts, on les a constatés. Ils peuvent aller jusqu'à 800, 900 euros SDP hors taxe. Et c'est en lien avec les 8 principaux sous-critères dont j'en ai évoqué certains juste avant. Donc, il y a surtout une question de choix constructif et aussi une question de répartition urbaine. Donc, le nombre d'îlots, plus on multiplie les 4 façades, et plus on va avoir une conséquence sur le prix. Dans les constats qu'on a eus, le système, hein, bois, mix béton, 100% béton, c'est pas forcément un coût systématique d'écart. C'est pas le 100% bois, c'était écarté une idée reçue, hein, en fait. C'est pas le 100% bois qui a faussé complètement, qui a mis en dérive un bilan opérationnel sur une opération. On l'a constaté avec opérateurs identiques sur des affaires similaires. Et en fait, c'était la programmation qui a fait un bois béton, je me souviens là, qui était identifié au quasiment même prix qu'un 100% bois. Donc ça a été l'accumulation programmatique. Là où on a moins d'écart, donc ça sera les coûts d'infra et les coûts de fluide. Alors, les coûts d'infra qui représentent à peu près entre 20 et 25% du coût de construction global, Verde inclus, hein, toujours, et puis c'est un peu inférieur, c'est dans les 18-20 hein, pour les fluides. Là, les variations sont moindres. Les variations sont moindres. Et pourtant, parfois, les contextes étaient très variés. Alors, toujours des critères exogènes et plus périphériques, hein, comme toujours hein, le mode de réalisation de l'opération, qui ont une incidence non négligeable hein, sur le coût total. Donc, ça représente environ 10 points. Alors, premier enseignement là-dessus, merci Mohamed. Donc, on voit quand même que les choix programmatiques pèsent, hein, notamment par rapport à ce que présentait Mohamed sur la superstructure. Maintenant, le deuxième enseignement, donc c'est ce point 3, c'est de savoir finalement si le mode économe constructif choisi, hein, notamment filière biosourcée et géosourcée, déséquilibre ou pas le bilan financier. La même question pour Mohamed. Alors, comme je l'écris, hein, c'est une question importante en fait. Sortie de l'étude analytique, d'analyse, des recensements de chaque donnée de projet, finement analysée, en immersion dans chaque projet, on se dit ça rentre beaucoup plus dans une combinaison de facteurs programmatiques, comme je disais avant, qui impacte fortement le coût de superstructure. C'est là où on l'a constaté à 95%. Alors, c'est des coûts en superstructure, et j'en ai encore analysé une hier là, pour eux, une nouvelle. Donc, on est entre 1005 et 2005. Et même en consultation restreinte de promoteurs, on est encore entre 1005 et 2005. Donc, il y a un écart. Le coût médian à l'EPAMARN, pour tout vous dire, hein, basé sur une fondation semi-profonde, un mix bois-béton. Le coût médian, il est à 1750 € SDP hors VRD et 2000 VRD inclus. Les opérations avec l'accumulation des données programmatiques, bien sûr qu'elles sortent un peu plus haut, mais ça, c'est le coût médian d'une fiche de lot assez médiane.
Alors, les trois grands postes macro-lots qu'on a identifiés, donc voilà, c'est avec les pourcentages affichés, c'est ce que je disais avant. Hein, on a toujours raisonné par grosse famille, donc l'infra, super et les fluides. Alors, il y a une cohérence des montants alloués par rapport à l'étude, à la pratique usuelle. Ça, c'est constaté. Donc, le médian, des 1750, tel que je vous l'annonçais, donc, il se répartit en 400 infra, 1035 superstructure et 315 pour la partie fluide. Donc, ça, c'est vraiment la médiane. Alors, ensuite, chaque contexte a ressorti. Il y a parfois voilà, des parcelles foncières moins généreuses. La partie VRD était moindre. Alors, sur le panel d'opération, on a eu des coûts de superstructure, comme je disais, plus ou moins élevés. Et puis, je vous parle depuis tout à l'heure d'une accumulation de parties pris programmatiques, mais c'est lesquels? Alors, c'est les hypothèses, hein, c'est les besoins, les objectifs du cahier des charges, et qui peuvent être défavorables à l'économie de l'opération. Alors, schématiquement, c'est surtout la densité, l'échelle de l'îlot, hein, à l'échelle de l'îlot. La densité de l'opération, la compacité, hein, là on est dans l'échelle des immeubles, et quand on rentre encore plus, voilà, c'est la typologie des logements. Voilà, pour faire tourner un bilan, on sait la masse de T2, T3 qu'il faut induire, sinon on ne tourne pas bien. Donc il y a la typologie du bâti, la taille de l'opération, le pourcentage des double ou triple orientation, dont pas mal des France sont assez friands pour la qualité de vie et pour la vente, de toute façon. La qualité de la façade, donc là c'est l'image urbaine, la mixité du programme, voilà, quelle part de social, quelle partie prix programmatique pour les exploitations des socles d'immeubles. Donc tout ça, ça rentre dans les ambitions et dans le coût d'opération au final. Alors, voilà ce que j'écrivais. Donc, ouais, les différences de système constructif et de densité de programme, ce n'est pas forcément des incidences importantes sur les surcoûts, sur les coûts. Alors, contrairement à la répartition typologique des logements. C'est ce qu'on a pu constater, la répartition typologique ainsi que le choix programmatique fonctionnel de la double, triple, orientation, mono-orientation, et celle-ci est très impactante. Alors, le constat, c'est également que les opérations au coût de superstructure les plus importants représentent tous une faible compacité, ça c'est clair, et en même temps, ils représentent dans l'ensemble une accumulation de parties pris programmatiques qui font une incidence qui est souvent très défavorable. Donc, les opérations de surcoût superstructure les plus élevées, c'est celles qui touchent l'écart d'environ 800 €. Ce n'est pas systématiquement un procédé à 100% bois, quoi. On n'a pas forcément une proportion de bois importante. Et les opérations les plus onéreuses en superstructure, donc là où le clos de gros œuvres et de clos couverts, ils sont supérieurs à 500 € hors taxe du mètre carré SDP, c'est en partie induit par la densité des îlots et la compacité des immeubles, qui est un gros curseur. Et c'est aussi en partie lié à la mode de passation du marché. Donc une slide qui représente grossièrement, globalement, les différents poids que peuvent avoir les différentes composantes travaux d'une opération. Bien, alors merci Mohamed pour ces deux premiers enseignements. Donc vous avez vu du coup sur les deux premiers points. Le premier sur les choix programmatiques finalement qui pèsent effectivement assez lourdement sur l'équilibre économique d'une opération, puisque Mohamed le disait, c'est près de 60% des dépenses qui sont allouées notamment en superstructure. Et le deuxième enseignement, c'est que finalement, la construction carbone, bois, ou plus généralement le choix d'un mode constructif bas carbone ne déséquilibre pas finalement le bilan financier d'une opération. Sur ces deux premiers enseignements-là, avant de passer à la suite, on s'accorde un temps d'échange si vous le souhaitez pour lui poser des questions et sur le contexte qu'il a présenté au tout début. Il n'y a pas de bouton levage de main pour définir un ordre sur Zoom.
Pour autant, voilà, je vois que des questions sont écrites, donc on va pouvoir les reposer à l'oral. Si vous souhaitez ensuite prendre la parole et poser des questions, on s'accorde quelques minutes avant de passer sur les 2 derniers enseignements. On est dans le timing, donc il ne faut pas hésiter, c'est maintenant. Juste, je vois la première question, on peut partir de celle-là. Peut-être Mohamed, je ne sais pas si tu la vois affichée à l'écran Oui, je ne vois pas. pour pouvoir y répondre. Overdrive réalise-t-il des pré-études de coûts suivant des modes constructifs différents pour des programmes de seulement quelques dizaines de logements? Bah oui. Oui, parce que quelques dizaines, ça peut être 50. Et là, la plus petite opération, j'ai fait exprès de la choisir et pas Marne dans l'étude, ne voulait pas la mettre, celle-ci. Et il en fallait, on en avait une très grosse à 694 logements, il en fallait une très petite avec un opérateur local pour étudier un petit peu le schéma et l'approche qu'il allait avoir, cet opérateur. Et elle faisait 35 logements. Et, honnêtement, ça mérite, quelle que soit la grosseur de l'opération à mettre en place, je pense qu'il est intéressant de se pencher. Et c'est toujours la même réflexion, hein, avec des niveaux d'approche différents, mais c'est toujours la même réflexion qu'on engendre que l'affaire. Là, hier, j'en ai analysé une qui fait 47 logements. Et Dieu sait si elle est importante aux yeux de mon client. Donc, je l'aborde avec avec le même engouement et la même analyse que sur une opération qui pourrait faire 200, quoi. Et il y avait une deuxième partie de question. Prend-il en compte le coût de fonctionnement réduit apporté par les matériaux durables? Alors ça, c'est un de mes grands chevals de bataille. Je pense que la personne qui pose la question a entièrement raison de la poser parce qu'en fait, c'est… C'est Monique. Mon avis est partagé parce que c'est en les observant. C'est que là-dessous, il y a l'approche de coût global, qui est à mes yeux très importante sur le vécu d'un bâtiment. Alors, chez un bailleur social, c'est pris en compte, mais voilà, j'allais dire, c'est inné maintenant chez eux parce qu'ils ont un patrimoine à exploiter, à entretenir, et ils veulent construire quelque chose de pérenne et un retour sur investissement. C'est l'objet du coût global, pour le coup, est super important. Quand on est peut-être face à un promoteur qui fait pas qui va faire une vente au portefeuille ou même en bloc, mais bon, qu'importe s'il fait une vente au portefeuille, donc il n'a pas à entretenir ce bâtiment. Maintenant, c'est son image et je pense que moi, c'est important, c'est bigrement important d'avoir à l'esprit le choix des matériaux, la pérennité, le choix des systèmes constructifs également. Bon, maintenant, je ne suis pas convaincu que sur les hors social, ça fasse le poids sur la balance, quoi, au niveau des bilans. D'accord. C'est fixé sur le logement, hein, une fois de plus. Une autre question que tu peux lire, Isabelle, si tu veux. Oui. Mohamed, tu peux mettre ta caméra, ça sera peut-être plus facile aussi. Oui, si vous voulez. Ouais. Vous voulez me revoir? Oui. Avec les questions, c'est mieux. Je me cherche, attends. Allez-y, allez-y. Quand vous parlez impact de répartition typologique, Oui. c'est uniquement la variété des tailles de logements dans une même opération? Ça, c'est Anne-Laure Baron qui pose cette question. Oui. Elle est finie, la question? Oui. Oui. Quand je parle typologie, voilà, on analyse, on a 3 îlots, et si on se retrouve avec des îlots, rien qu'avec des T1, voilà, c'est pas la même chose que si on a un îlot où il y aura une mixité avec peut-être une attique sur 2 niveaux avec des T4 et des T5, ou peut-être des duplex, on va dire, et une mixité avec du T2 et du T3. Il y a une histoire de rentabilité ensuite, hein. Là, par exemple, pour Marne et pas France, c'est pareil pour tous les aménageurs. Dans leur programmation, dans leur fiche de l'eau, on a une donnée surfacique, hein, également, parce qu'on réfléchit avec un cabinet d'archi urbain et sur le fonctionnel. Et donc, il y a déjà une définition, et ils essaient en tout cas de rentrer dans un choix le plus opportun.
Cependant, suivant, dans le 77, moi j'ai constaté, suivant Ormesson, c'est pas la même chose que Montévrain, par exemple, en commune. C'est pas le même souhait. Si vous êtes implanté dans une zone comme à Ormesson, où vous avez une grosse concurrence sur le bien pavillonnaire, par exemple, au même prix, vous pouvez avoir un pavillon avec un jardin, et maintenant en période Covid, région parisienne, vous imaginez. Comment séduire? Alors, quel public on va les attirer? Donc, on peut faire des îlots qu'avec des T2, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Tout dépend du schéma, du contexte territoire et de l'analyse qu'on en a faite de commercialisation. Oui, bien sûr. Mais dans mon étude, oui, c'est à l'échelle des projets. C'est à l'échelle des projets. Il y a encore deux questions. Il y a Ouais, encore Mohamed, deux je vois. questions. Donc, Pauline Pradel demande si les coulis et une éventuelle pollution des sols ont été considérés Toujours. dans les coûts d'infrastructure VRD. Alors, toujours. Alors, on a toujours… l'Oretex a servi à quoi pour EPAMAN et EPA France? C'est que ils ont eu… Quand je vous ai fait voir un diagramme avec des hausses, je vais me reculer, j'étais très en gros plan là. Je vous ai fait voir les diagrammes avec des hausses. Bien souvent, c'était dû à des contraintes découvertes en cours d'études après signature sur la qualité des sols, sur le niveau de la nappe, sur l'aspect géotechnique. Et ça, le Restex a permis au moins de dire, aujourd'hui, et c'est l'hygiène qui se font d'études, à chaque mise en place de projet, on déclenche un premier levier de pouvoir faire tous les diagnostics nécessaires, tels qu'on pourrait l'avoir sur un concours MOP. Vous savez, quand on est en concours MOP, pour ceux qui concourent, hein, je vois qu'il y a des BET, on est perdu, nous, maîtrise d'œuvre, si on n'a pas les données d'entrée liées à notre contexte. Et ça, parfois, chez un aménageur, ce n'était pas ancré. En tout cas, chez eux, ça n'était pas ancré dans cette culture. Et aujourd'hui, tout à l'heure, je disais que dans la promotion immobilière, l'ennemi public numéro 1, c'était le délai, parce qu'une affaire qui n'a pas de rythme, c'est quand même des investissements, et plus ça prend du temps, et plus c'est dur pour les promoteurs de sortir une affaire viable. Mais il y a aussi les études d'amont. Et ces diagnostics d'amont, on les fait systématiquement. Alors, j'ai constaté dans l'étude, pour répondre à la question, que c'est arrivé parfois post-signature, avant projet, même voire travaux, où il y a eu des études de pollution. Et donc là, un retour d'expérience, ça sert aussi à ne pas refaire les mêmes erreurs et de s'améliorer. Et donc, c'est une donnée, par contre, super importante. Parce que vous lancez un appel d'offres sans rapport de sol, même une G1, qui donne au moins des relevés de nappe et hydro et aussi des premiers schémas de fondation, vous êtes sûr et certain que ça sera des réponses en superficielle, alors qu'on sait très bien qu'on va passer en semi-profond, sur du trop haut niveau, voire du profond avec des parkings enterrés et compagnie. Donc, il y a l'aspect également cuvelage là-dedans, cuvelage des parkings, parce qu'on est à un niveau, bien souvent, mais il y a 20% des affaires qui se font parking à 2 niveaux, enterrés. Merci pour ce retour, Mohamed. Dernière question, peut-être qu'on va prendre. Tu peux la lire, Isabelle, et puis on enchaînera sur les deux derniers enseignements. Oui, bien sûr. Mouchira Layani nous te demande, vous avez parlé de superstructures qui pèsent le plus sur le coût de la construction. Est-ce que les réglementations feu structurelles et ou acoustiques, notamment pour les nouveaux produits biosourcés, ont un surcoût sur la construction? L'acoustique, on l'a constaté. Alors, comme je suis cette analyse, je suis en zone urbaine, bien souvent, parce que je suis en petite moyenne couronne. Et l'acoustique, oui, ça a un impact. D'une règle générale, oui. Moi, je suis partisan de dire qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Il ne faut pas que ce soit un frein parce que ça avance. Le matériau évolue également en prix. Si je prends l'exemple, on va prendre l'exemple d'un autre corps d'État. Si je prends le LED, je me souviens, j'avais fait un des premiers collèges ici en région des Hauts-de-France en tout LED. C'était une innovation. On était à une plus-value de 250 000 euros. Je me souviens, il y a quoi, 15 ans peut-être. On était en euros déjà. Et aujourd'hui,
voilà, ça fait partie de la programmation d'emblée d'origine et c'est intégré à nous, dans les études d'amont, d'intégrer et d'être proche de nos clients, proche des investisseurs, proche de ceux qui vont mener le projet, d'intégrer. Alors, c'est un choix, voilà, c'est de l'intégrer. Alors, depuis cette étude, ça a bouleversé, vous savez, le coût médian, il a été bouleversé chez Epaman. Hein. On ne parle plus de 1750 parce que l'accumulation un peu tarte à la crème, comme je disais, je rajoute une couche dans les données programmatiques et dans les ambitions, font que automatiquement, le levier, c'est que le prix gonflé. Et l'équation, vous savez, il y a un prix de sortie qui est connu, de toute façon, qui est connu, qui est élaboré, qui dépend aussi des contextes. Le prix du marché de sortie en TTC, il y a le prix de l'acquisition du terrain et sa charge foncière, et il y a le prix de construction. C'est une équation qui est imparable pour les bilans des promoteurs. S'ils n'arrivent pas à équilibrer, ils ne sortent pas l'affaire et il faut la sortir. Donc, OK, on en demande. Donc, le coût de construction est en train d'augmenter. La charge foncière, je ne vais pas en parler. C'est vraiment intime entre un aménageur, un client et son promoteur. Et puis, ben, le prix public vendu, on connaît la fourchette. Donc, réhaussons ce coût. Et à un moment donné, on connaît le prix CHAB mètre carré sorti, construit, et il faut rentrer dans cette case-là. Donc, il y a peut-être, au lieu de faire du parking systématiquement enterré, peut-être que le silo peut arranger. Peut-être que donner 2 places et demie, il faut peut-être en donner qu'une et demie. C'est en stationnement. Donc, il y a tout un travail là-dessus. Et c'est lié aux données programmatiques et aux ambitions surtout. Ouais, c'est ce que tu avais dit sur ton point 1, en fait. Persuadé. Merci pour cette réponse, Mohamed. Et justement, les Si. ambitions, on va embrayer dessus. C'est un peu notre troisième enseignement. Donc, on va poursuivre. Merci pour vos questions. Vous pouvez continuer et puis on prendra un temps d'échange à la fin. Donc, le troisième et avant-dernier enseignement, donc c'est le point 4, hein, puisque c'était le contexte en point 1, autour des ambitions de performance énergétique. Alors, on en a parlé un petit peu. Et justement, le fait de s'imposer ou d'avoir la volonté d'aller sur des ambitions très performantes, on pense à l'expérimentation E+C- qui préfigure un peu la RE 2020 qui n'est toujours pas entrée en vigueur, à des démarches certifiantes comme peut-être Lean, BREEAM ou HQE. Voilà, ces ambitions finalement de performance, est-ce qu'elles engendrent ou pas des surcoûts significatifs sur les opérations? Donc, question pour Mohamed. Troisième enseignement. Voilà, donc je l'ai développé. Oui, il y a quelques indicateurs qui ont été relevés lors de l'analyse. Voilà, les exigences en matière de performance énergétique, émissions carbone, qualité des logements, hein, ça en fait partie. Hein, le pourcentage des traversants pour la luminosité, les modes constructifs, ça occasionne quelques centaines d'euros hors taxe SDP. Et c'est constaté avec mes partenaires sur l'étude que ce n'est pas la première cause de surcoût des opérations. Franchement, c'est pas. Moi, j'étais convaincu que ça l'était. Hein. Mais on les a pris en les isolant et chacune des 21, il en est ressorti sur 80%, 90% des cas que ce n'était pas la première cause. Alors, là-dedans, il y a le coût d'approvisionnement énergétique, hein, de biomasse, l'ambition, le bio, l'impact performance énergétique. Et on revient encore à la superstructure et puis l'infra si on a détecté avant la possibilité de prévoir du profond ou pas profond, du fondation spéciale ou pas. Alors, parfois, les coûts, ils étaient indolores sur des opérations qui ont bénéficié de marchés et des conditions favorables. Donc, je me souviens, par exemple, sur du benchmarking, une entreprise a fait du 100% bois en passant par une EG. Et je pense que c'était une condition du marché à cette époque-là qui était, à ce moment-là, hein, de l'opération, qui était assez favorable en région parisienne. Et bon, elle est sortie à un prix où je pense, dans un autre contexte, elle ne sortirait pas. Ça c'est un facteur.
Ça peut être plus sensible pour des projets avec des recettes plus faibles, normal. Hein, donc ça, c'est le coût de sortie dont je parlais. Alors donc c'est un enjeu hein, dans l'expression des besoins, comme je répondais tout à l'heure sur une question. Alors, j'ai mis hein, là entre parenthèses, mais j'aurais pas dû le mettre entre parenthèses, c'est priorisation des exigences sur certains secteurs. Ben non, en fait, lorsque on accompagne un aménageur, c'est de bien étudier son secteur et de mettre en adéquation justement toutes ces exigences et de les prioriser. Alors, le coût d'approvisionnement énergétique, donc ça représente entre 13 et 25, je l'ai dit 18 tout à l'heure, hein, je n'étais pas loin. Et puis, bah, ça se limite à 200-300 € du mètre carré SDP entre les opérations. Alors, il y a eu un focus sur un panel d'opérations avec des coûts d'approvisionnement et des ambitions énergétiques élevées. Donc, un impact qui a été observé en lien avec la poursuite d'objectifs ambitieux. Alors, mais c'est sur des échelles de coûts finalement qui sont assez peu importants, qui sont à moins de 200 € quoi, hein, du mètre carré. Donc, finalement, on s'attend à un écart beaucoup plus probant et ça n'était pas le cas. Et il y a eu des opérations également qui présentent d'importantes ambitions en termes de consommation d'énergie, donc avec un bio assez qualitatif, et c'est celles qui ont un coût global qui est lié au fluide le plus élevé. Donc, 3 opérations au coût énergétique le plus élevé qu'on avait repéré, elles représentaient les niveaux performantiels bio les plus élevés du panel, en fait. Alors, un des constats, c'est qu'à condition d'approvisionnement énergétique égal, des opérations qui représentent un coût de l'ordre d'aller de 250 à 200 € au mètre carré SDP par rapport à des opérations qui avaient un objectif différent de 40%. Donc, entre du 50-60 en bio et 40%, on avait 150 à 200 €. Donc voilà. Oui, il y avait aussi le coût de poste, le poste des coûts d'approvisionnement en performance énergétique, avec des variations de moins de 200 € hors taxe du SDP, et qui dépendent essentiellement du traitement des fluides. Donc, c'est le coût du système de chauffage et d'électricité notamment. On a très peu d'affaires bizarrement, hein, parce qu'on n'est pas sur un secteur dans le 77 avec du chauffage urbain, on en avait très peu. Très peu. Donc là, sur la part dont j'ai évoqué juste avant, en schématisant le diagramme. Alors merci Mohamed pour ce troisième avant-dernier renseignement. Donc, tu fais un petit peu la démonstration sur le périmètre de ton étude que finalement les ambitions de performance énergétique ne sont pas celles qui engendrent significativement le plus de surcoût sur les projets. On va passer au dernier enseignement et quatrième, sur les facteurs un petit peu exogènes que tu présentais tout à l'heure, les modes de consultation et de passation de marché. Est-ce qu'eux aussi impactent un petit peu l'économie ou pas des projets que tu as étudiés? Voilà. Donc, on l'a dit au travers de l'étude que le coût d'un projet, voilà, il correspond à des grandes familles, la superstructure et le programme, hein, l'infrastructure et les aménagements extérieurs, avec le VRD inclus, le système constructif, les performances, les approvisionnements énergétiques, en fait, les fuites d'un ordre général. Il y a un deuxième niveau d'analyse qui est à surveiller, avec des facteurs plus complexes, et puis c'est cela. Donc, c'est le mode de passation des marchés de travaux et le processus de consultation des opérateurs et la durée de réalisation des opérations. Ce dont je parlais, l'ennemi public numéro 1, il est là. Donc, voilà. Alors, dès le départ, hein, au niveau de l'analyse très analytique, hein, de recensement des données de chacun des projets, le travail assez lourd, de requantifier, de se remettre dans chaque projet. Moi, personnellement, en tout cas, dès le départ dans l'analyse, où j'étais vraiment dans l'analyse d'un projet, j'avais à l'idée que les écarts, ils s'étaient également provoqués et ça avait une incidence, la période et le type de passation, le type de consultation. Il y a différents types de consultations, je les ai cités tout à l'heure. Hein, ça peut être choix de promoteur avec maîtrise de l'intégré, choix de promoteur et ensuite un lancement d'un concours, choix de promoteur avec 2 niveaux de filtrage. Ça peut être un peu lourd, du gré à gré. Donc, il y a de la conception-réalisation, ils l'ont fait une fois ou deux et ils en sont passés. Donc, voilà. Donc, d'emblée, ça a été un facteur qui était assez impactant et on a pu le constater.
Alors, l'évolution du coût de construction, bah voilà, je l'ai dit tout à l'heure, l'actualisation du coût de construction, donc c'est l'inflation, hein, l'évolution des indices BT, et surtout la conjoncture économique au niveau national. Donc là, plus particulièrement sur l'Île-de-France, hein, quand un certain nombre de projets lancés en même temps, voilà, il y a un peu moins les études coûtent cher, hein, parfois, donc il y a un peu moins d'attention, hein, au regard de l'affaire qu'on aura lancée à une certaine période donnée. Également le coût de l'énergie et des matériaux, hein, dont la question qui m'a été posée un petit peu avant. Alors, la taille et le profil, et surtout le mode de fonctionnement des opérateurs et ou bailleurs, hein, également, là aussi, ça a un facteur, et ça, on a pu l'analyser. C'est un facteur qui pouvait refléter une différence. Alors, différents types. Hein. Est-ce que l'impact a été faible, fort, ou moyen? En fait, on a eu des opérations avec des opérateurs à taille humaine, des petits opérateurs, des négociations, marchés, travaux en lot séparé, en petit volume, travaux beaucoup en lot séparé, en extra séparé, j'allais dire. Là, il y a eu un impact faible. Donc, c'est vraiment, je les ai appelés de taille humaine, ce sont des opérateurs familiaux, bien souvent. Ensuite, il y a eu les promoteurs d'envergure nationale, hein, sur les grands opérateurs, avec des négociations de marché de travaux en lot séparé, gros volume. Là, pareil, hein, c'est vraiment très faible. Hein, et sur la vingtaine, il y en a eu 4 comme cela. Ensuite, il y a eu la promotion construction de taille moyenne. Donc, c'est un mode de constructif spécifique. Hein, ça s'allie par exemple, un constructeur bois avec une EG. Là, il peut y avoir un fort impact. Des bailleurs sociaux avec une entreprise générale qui confie complètement. C'est le cas des différents bailleurs sociaux sur la couronne parisienne qui confient totalement à une entreprise générale. Là, on a un impact fort et on peut le comprendre. Enfin, après, il y a les majors du BTP, hein, avec des impacts finalement très variables en fonction de la taille de l'opération surtout, et puis des pratiques de l'opérateur à l'autre. Alors, il y a aussi le cas d'un adossement à un groupe de BTP. Hein. Quand je parle d'adossement, c'est une association qui permet d'optimiser le coût de construction. Donc, mutualiser les installations, l'élevage, les grouilletages. Sur les grosses opérations, je citais celle à 694 logements. C'était un projet porté par Vinci. Voilà, c'était adossé à un groupe de BTP. Alors, ouais, cependant, ouais, les coûts de construction sont systématiquement impactés à la hausse à l'échelle de très grandes opérations. Ben voilà, c'est exponentiel. Hein. C'est ça, on l'a constaté sur les grosses opérations. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est les facteurs tempos, conditions de travail et contexte. Ben, c'est un effet assez significatif sur les coûts de construction, jusqu'à 10% et même au-delà, hein, en fonction des montages. Donc ben, voilà, l'enjeu, c'est de mieux intégrer ce critère dans l'analyse des offres des opérateurs et surtout de l'intégrer, mais surtout de l'adapter par rapport au contexte ou par rapport au secteur. Bien, écoute, on vient de voir quand même que la temporalité, c'est quelque chose que tu évoques depuis le début, hein, le bon Oui. timing d'une opération qui est quand même le nerf de la guerre pour l'équilibre économique d'un projet, hein, pour un promoteur. Ouais. Je vais te laisser peut-être tirer les conclusions de ces 4 enseignements avant de reprendre la main, de proposer aux participants quelques questions avant qu'on se quitte. Oui, voilà. Donc, simplement, alors il y a peut-être une redite. Donc, en conclusion, ce qu'on a tiré et ce qui est apparu au projecteur, hein, sous les lumières, c'est que bon, voilà, les coûts de construction qui ont augmenté sensiblement ces dernières années, hein, voilà, c'est une tension sur le coût des matières premières, la main-d'œuvre. L'impact aussi, le mode constructif bois, il est reçu, hein, je pense. Hein, il constituera, en tout cas chez mon opérateur qui ne m'a pas attendu. Hein, ça fait des années qu'il travaille, mais le constat a été fait que voilà, le mode constructif bois, à lui seul, ce n'est pas un facteur déterminant. C'est pour perdre l'équilibre économique du bilan d'une opération. Mais ça rentre, hein, le facteur bois, 100% bois, il rentre quand même dans une combinaison, hein, dans tous les facteurs programmatiques, donc l'accumulation. Hein, et ça va impacter les coûts de superstructure. L'accumulation, tarte à la crème dont je parlais juste avant.
Ensuite, les opérations qui représentent le plus de difficultés cumulent souvent plusieurs facteurs suivants. C'est la réalisation confiée à une entreprise générale, une densité importante, 2 niveaux de parking, fondation spéciale, contraintes géotechniques pas forcément évaluées dès en amont, et surtout les modifications de programmatique. Et ça, ça peut être tragique parce qu'il n'y a pas que, vous l'avez senti, on a suivi la vie d'un projet quand elle avait été déjà sortie, et ça, c'était très révélateur. Il n'y a pas que le prix d'engagement où on se serre la main, on est allé jusqu'au bout de l'exercice, jusqu'à la livraison. Ensuite, les modes de conduite d'une opération, ce dont on a parlé, entreprise générale, corps d'état séparé, ça a un impact important sur le coût global de construction des opérations. Si c'est réalisé en maîtrise d'ouvrage direct par des bailleurs, ça peut conduire à des coûts plus élevés. C'est dans une logique de développement par un acteur gestionnaire, de confier, de déléguer. Les coûts d'infrastructure qui dépendent du mode de traitement du stationnement et aussi des prescriptions liées, place par logement, ce dont je disais tout à l'heure, les ratios de densité d'occupation foncière, très importants également. Ouais. Les variations sur le porté énergétique fluide, on a vu que ça ne dépassait pas, c'est l'enseignement, 200 à 250 CHAB entre les opérations les plus ambitieuses en matière de performance énergétique. Bien, écoute, merci Mohamed. En conclusion quand même à la question de ce webinaire qui est l'objet de cette intervention ce matin, est-il possible d'innover tout en maîtrisant les coûts de construction? On pourrait répondre oui, aux conditions qu'évoquait Mohamed. Effectivement, il y a beaucoup d'éléments à anticiper, mais ce n'est pas pour autant que des ambitions élevées sur les 4 points que tu évoquais, les choix programmatiques, le mode constructif bas carbone, les ambitions élevées en termes de performance ou les modes de consultation par exemple. Ce n'est pas pour autant que ces ambitions sur ces 4 points-là sont incompatibles. Pour autant, il y a effectivement des points de vigilance à avoir pour veiller au bon équilibre d'un projet. Tu parlais de la temporalité, des conditions de réalisation des travaux, du besoin d'anticiper très tôt en phase programmatique les ambitions. Voilà un petit peu ce qu'on peut en tirer. On vous transmettra pour la question qui a été posée au tout début le support de manière un petit peu allégée pour vous faire un petit peu le résumé de ces 4 enseignements. Il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions, on va les prendre avant de vous libérer à l'heure. Donc, je vois qu'il y en a une première qui a été écrite. Je te laisse peut-être Isabelle les lire et puis on s'arrêtera après. Oui, Pierre Chugnot demande s'il faudrait donc privilégier l'allotissement plutôt qu'une entreprise générale, Mohamed. J'ai envie de dire oui, mais en fonction de quelle affaire. En fait, c'est en fonction de quel contexte. J'ai vu tous les cas. Sur une, on va dire, ça à débattre. Parce qu'en fait, une petite opération, tiens, on va déléguer à une entreprise générale. Moi, pour une petite opération d'une trentaine, une quarantaine de logements, je trouve ça un petit peu fou d'aller, parce qu'on sent bien que 30-40 logements, on ne va pas être sur des îlots très hauts. Pourquoi aller déléguer? Maintenant, derrière cela, est-ce que l'entreprise générale fait que on se dédouane de tout un suivi technique ou... Dans la mesure où on a sa maîtrise d'œuvre urbaine, sa maîtrise d'œuvre, lors de son appel d'offres, si on est dans le cas de je choisis mon opérateur et mon opérateur ensuite organise une consultation type MOP, entre guillemets, bien qu'on soit en privé. Pourquoi ce schéma-là de consultation, je fais une petite aparté, est assez désiré? C'est parce qu'en fait, on sent bien que l'aménageur, il va choisir son promoteur, il fait sa consultation, parce qu'il y a l'achat du terrain et compagnie. Et ensuite, il faut passer par la case urbain. Et la case urbain, c'est l'élu qui va choisir l'image, c'est l'intention d'affichage dans une commune, dans une ZAC, plus précisément, dans le développement urbain d'un secteur, d'une commune, d'une agglo. Donc, à partir de là, dès lors qu'on a nos maîtrises d'œuvre qui sont désignées avec un choix architectural, pourquoi aller vers de l'entreprise générale? Certains projets s'y prêtent. Moi, j'ai tendance à dire de travailler en lots séparés pour maîtriser, ou même du macro-lot, pour maîtriser chaque compétence. Mais c'est un choix à faire dans un contexte, dans un volume, dans une approche.
de consultation, passation. Donc, c'est souvent, ce dont j'ai horreur, c'est on se dit, ah, bon, on verra plus tard, on verra après le PC comment on va consulter. Ah non, moi, c'est au moment d'établissement de la fiche de l'eau, quand on démarre l'histoire avec une maîtrise d'œuvre urbaine, c'est là où on définit les typologies, l'implantation désirée, les fiches programmatiques, c'est de se dire, ce projet-là, comment va-t-on le lancer? Est-ce qu'on le lance avec un promoteur avec une maîtrise d'œuvre intégrée? Ça veut dire, bon voilà, c'est une procédure que j'aime bien parce qu'en fait, on est dans un tunnel avec 2 ou 3, c'est comme une MGP, c'est 2 ou 3 candidats en dialogue compétitif qui sont dans une procédure de workshop en fait. Ils dessinent un projet, ils le proposent et on l'améliore. Alors, EPAMARN le fait un peu, EPAMARN et pas France. Au départ, il disait que c'était un peu plus long en procédure. On a démonté le truc, on a dit non, c'est pas plus long parce qu'en fait, le workshop, les différentes thématiques, vous pouvez aborder différentes thématiques sur le workshop. Vous pouvez faire sur les infras, vous pouvez faire rencontrer les promotes avec leurs archis sur l'écriture urbaine, vous pouvez bosser sur les VRD. Donc, ça permet, moi je pense, de s'approprier les projets et surtout sa maîtrise d'œuvre et son promoteur pour le choix final. Alors, ils étaient bloqués au départ, pour l'expérience, c'est pas MAN et pas France, sur la temporalité en disant que c'était trop long. Puis finalement, on s'est rendu compte, on l'a fait sur 2 sujets, que c'était pas plus long et c'est pas en entreprise générale, c'est porté par un promoteur et parfois adossé. Et là, on trouve souvent un gros œuvre ou un constructeur bois adossé. Mais on est en déclinaison. On est un peu dans un concept conception-réalisation. C'est pour ça que je préférerais ce modèle-là à l'entreprise générale. Alors, je vois Mohamed sans plus embrayer sur une question qui a été posée après. Il en reste 3. On va essayer de s'en tenir à celle-ci. Non, mais celle qui arrivait après, mais Madame Mouchira Layani, Lorraine, et puis qui parlait justement de l'opération conception-réalisation. Et Xavier Davy, on va lire ces 3 questions-là. On s'en tiendra à ça. S'il y a d'autres questions, évidemment, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous, vers Mohamed, Isabelle, moi. On vous transmettra le support et puis on reste à votre disposition après. On essaie de ne pas vous libérer trop tard. Dans l'ordre, il y a une première question sur savoir si tu avais une idée ou pas de l'impact des coûts modificatifs dans les chantiers que tu as traités au cours de la réalisation d'un projet. Oui, ils sont différents. Ils sont différents parce qu'il y en a eu certains où c'était une part vraiment non négligeable. C'est la découverte qu'il fallait passer en fondation spéciale alors qu'on a mis des œillères pendant 6 mois, pendant l'établissement du projet. Et on savait, même si on n'avait pas fait si on n'avait pas missionné de géotechnicien, on savait, parce que souvent c'est dans des actes, donc les rapports avec des enquêtes existent. Il y a des actes, il y a des immeubles qui sont déjà construits sur la parcelle proche. Ok, c'est pas le terrain avec le contexte, mais on sent déjà que la nappe elle est assez haute, qu'on va devoir cuveler, qu'on va devoir y apporter des mesures conservatoires assez conséquentes. Il y a aussi l'aspect vibratoire, j'en parlais pas, mais comme on est proche du RER, bien souvent, vous savez, c'est des petites villes de banlieue où il fait bon vivre, mais on est proche des RER et des gares, donc il y a aussi un aspect vibratoire. Et tout ça, à chaque fois, ils se mettaient des œillères en disant « Oh, puis peut-être en nos connaissances de cause, ils achetaient et puis ils se disaient, ils choisissaient et on était sur le petit alinéa, un petit astérix, fondation superficielle. Et là, c'est la cata parce qu'après le PC, quand on engendre les études, bien souvent, il y a une première campagne hydro et géo qui est menée ou des pollutions. Et là, c'est la cata et ça peut avoir des gros mouvements. Alors, automatiquement, pour synthétiser sur cette question, dès lors qu'il y a une dépense, bien sûr, l'enveloppe budgétaire, elle n'est pas non plus extensible à souhait. C'est au détriment de l'énergétique, du label, des ambitions programmatiques premières. Si vous aviez des jolis volets bois, vous les aurez en plastique, en PVC, tout ce que vous voulez. Si vous aviez des ambitions extérieures, tout ça tombe par terre.
les gros impacts, hein, sinon les autres, ça peut être des évolutions programmatiques très succinctes et qui ne pèsent pas forcément très lourd, hein, dans les écarts. Quand c'est des affaires, il y a toujours un écart, hein, il y a toujours un peu de plus, mais souvent, ce n'est pas très significatif. Mais les gros points significatifs, c'est une carence d'études en amont qui fait qu'on va dégrader le projet. Et ça, c'est constaté. Alors, même chose du coup sur une opération en conception-réalisation. Est-ce que ça a ou pas un impact sur l'économie globale d'un projet? Mais tu y as en partie répondu. Oui. Il n'est pas énorme, en fait. Je vais défendre un peu la conception-réalisation pour le coup. Parce qu'en fait, il y a des frais annexes engendrés en parallèle de pilotage, de gestion d'affaires qui vont être inclus. Qu'est-ce qu'on va se payer? On va se payer, voilà, conception, réalisation, on va se payer les frais de fonctionnement sur des lots sous-traités. Mais sinon, les études, bon, là où l'archi va demander sur une conception simple, 11 points, il va être à 6 points là. Bon, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer. Alors, la conception-réalisation, elle a pour le mérite, hein, pour les quelques cas utilisés, où on n'a pas ce problème, parce qu'en fait, ils ne s'engagent pas tant qu'ils n'ont pas les rapports géotechniques, et ils les déclenchent. Et parfois, on les fait prendre à charge sur le lauréat, en fait. Hein, on se dit, ben, c'est le lauréat qui prendra la charge, on avance la dépense et c'est le lauréat qui paye à charge lorsqu'il gagne son concours, la mission géotechnique. Okay, merci Mohamed pour ce retour. Et donc dernière question, c'est 2 en 1, savoir s'il y avait ou pas des retours d'expérience qu'Overdrive avait concernant les surfaces extérieures, balcons, loggia, jardins d'hiver, et savoir si vous avez ou pas mené du coup une étude de sensibilité sur ces sujets-là. Oui, si, ça en fait partie. Ça en fait partie quand je parlais de densité tout à l'heure, hein, j'ai cité, dans l'étude, elle est tellement lourde, ça en fait partie parce que si vous avez vu, je suis passé rapidement tout à l'heure, c'est les tableaux, je citais SDP. Moi, je ne peux pas, je suis faire un projet si je ne suis pas en surface de plancher, c'est une surface réelle. Souvent, je dis c'est la surface de béton coulé. Bon, s'il n'y a que du bois, j'aurais du mal. Mais bon, ça fait partie. Donc, le GA, toutes ces surfaces, pas pour les balcons, mais qui ne sont pas valorisables. Par exemple, les locaux techniques, ce genre de choses, les communs, les locaux de roues, toutes ces surfaces-là qu'on construit, qu'on bâtit, elles ne sont pas valorisées dans un bilan. Sauf que elles sont importantes. Ensuite, quand je parle à soit mon promoteur qui se charge de la commercialisation, ou soit l'aménageur, hein, qui chapeaute l'opération, lui, ce qui l'intéresse, c'est le CHAB. C'est le CHAB. Et donc, on est dans l'étude en perpétuel mouvement et c'est ce qu'on a fait de toute façon. L'enseignement aujourd'hui, c'est que quand on fait un appel d'offres à promoteur, j'en ai fait l'analyse d'un hier, on donne des cadres déjà tout faits, de cadres de promotion, s'il y a des promoteurs qui nous écoutent, bon, ils ont l'habitude d'avoir ce cadre-là, et automatiquement, avec EPAMA et France, on affiche la demande en CHAB et SDP. Ça, tout le monde y est content. Mohamed Medjidi est content dans ses analyses de contre-expertise et l'aménageur est content par rapport simplement à son prix de sortie. Et la question, elle est intéressante parce que oui, ce sont des surfaces. Là, ça a été étudié. À chaque fois, on a des loggias, des balcons très généreux d'ailleurs, des terrasses. On a aussi des terrasses jardins, par exemple, parce que ce sont pour citer un seul projet, il y a une ZAC sur Bussy-Saint-Georges, par exemple, qui s'appelle Habiter autrement. Alors, le mot veut tout dire, hein, la thématique veut tout dire, c'est qu'on se retrouve avec des jardins en îlot central qui sont exceptionnels, des patios riches, des toitures accessibles pour les gamins sur des potagers éducatifs, des bibliothèques sous des arbres participatifs. Donc, il y a toute une thématique. Là, il y en a un dernier qui est sorti, là, c'est... il y a une thématique zéro stress. Donc, derrière cela, voilà, il y a le transport doux, idem, les assauts sur la proximité de la culture. Bon, il y a un tas de choses. Il y a un tas de choses qui peuvent... Mais bon, les loggias, les balcons font partie de l'étude et sont étudiés et sont pris en mesure, hein, dans notre étude.
Écoute, merci Mohamed pour ces Merci. réponses complètes. Je t'en prie. Comme c'est écrit à l'écran, on va vous le dire une nouvelle et dernière fois. Merci pour votre écoute. On Ouais, reste à merci votre beaucoup. disposition, surtout pour la suite de ce webinaire. On vous transmettra des éléments que vous avez pu voir balayés à l'écran. On vous souhaite à toutes et tous une belle journée et on vous dit à très bientôt. Encore merci. Et merci pour la qualité des questions, honnêtement. C'est très... Merci pour les questions, merci pour les réponses. Mohamed, Isabelle, et puis on reste à votre disposition. Ouais.